Merci Josiane, merci à l'organisation de l'Antenne de Québec, qui est une des plus actives au Québec. Donc merci à eux. Merci d'être présents. Josiane le dit, c'est vrai qu'aujourd'hui en plus il faisait beau, donc d'autant plus vous avez le mérite d'être là. Et vous avez le mérite aussi par rapport à le titre de cette conférence, parce que je suis conscient que c'est une interpellation. Si j'aurais voulu avoir un titre beaucoup plus accrocheur ou sexy, probablement que j'aurais utilisé autre chose, parce que ça implique une notion d'engagement. Et voilà, donc c'est ce que je vais vous parler cet après-midi. La notion de gardien du vivant, c'est quelque chose qui existe ailleurs. Il y a des gens qui s'appellent comme ça en France, mais généralement, c'est par rapport à l'écologie. Mais je ne vous parlerai pas d'écologie cet après-midi, donc je vais plutôt vous parler du vivant et du vivant jusque dans la cellule. Donc, si je vous présente grosso modo le programme, je vais me présenter rapidement. L'idée, ce n'est pas de raconter ma vie. On va se questionner, c'est quoi la vie? Parce que c'est beau devenir gardien, mais il faudrait savoir gardien de quoi? Je vais parler aussi de biologie, qui est la science de la vie et comment il y a eu un virage après vers les biotechnologies. On va parler des thérapies géniques. On va parler de Réinfo Québec, qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là. Et pourquoi, comment, évidemment, devenir gardien du vivant pour que ce soit concret et accessible. On va se parler de ça, bien évidemment. Et après, évidemment, on va avoir une période de questions et de partage. Est-ce que ça vous convient? J'espère, je n'ai pas d'autres programmes prévus, donc merci d'accepter ce programme. Alors, bon, qui suis-je? Les grandes questions existentielles, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout vous raconter, mais disons, pour savoir un peu plus qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui, peut-être qu'est-ce qui fait que vous êtes là aussi aujourd'hui. Des fois, c'est intéressant de réfléchir un petit peu et peut-être dans ce que je vais dire, ça va avoir des échos pour vous. Alors, tout jeune, moi, j'étais quelqu'un de très curieux. J'essayais de comprendre, en fait, déjà comment fonctionnaient mes jouets quand j'étais jeune. Comprendre un peu plus l'environnement et tout. Et rapidement, à l'adolescence, je me suis intéressé à l'astronomie. Voilà. Et donc, vous pouvez me voir assis dans la neige avec un télescope. Voilà. C'est grosso modo de quoi ça avait l'air à mon adolescence. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé peut-être à réfléchir, déjà en regardant l'immensité de l'univers, c'est quoi la vie, en fait? C'est quoi? C'est tellement gros, c'est impressionnant. Puis après, évidemment, au quotidien, de regarder la nature se déployer. Donc tout ça, pour moi, ça participait déjà, même si j'étais relativement jeune, à me poser des questions par rapport à ça. Évidemment, bien intéressé par la science, j'ai fait toute une démarche scientifique au Cégep qui m'a amené rapidement plus vers les technologies de l'information qui étaient en émergence à ce moment-là. Et voilà, donc ça a été mon métier, une partie de ma vie, jusqu'à un virage que peut-être vous vous souvenez, le fameux bug de l'an 2000, où que, voilà, on devait, en tout cas, on nous laissait entendre que peut-être des avions allaient tomber ou qu'on ne pourrait plus acheter à l'épicerie, des choses comme ça. Et là, ça a été pour moi une sorte de prise de conscience de la distorsion qu'amenait le virtuel par rapport au réel. Donc, c'était le début vraiment, on commençait à avoir les réseaux sociaux, l'Internet, le virtuel. Et ça a été comme, un choc, en fait, de me rendre compte vers où on s'en allait avec ça. Et toute cette remise en question, en fait, ça m'a amené déjà à me questionner par rapport à moi, mais à vouloir aussi commencer à en parler autour, faire connaître ça, ces sujets-là. Je trouvais qu'il y avait des dangers, je dirais, dans cette histoire du virtuel. Déjà d'être anonyme derrière un écran, d'être spectateur aussi plutôt qu'acteur, parce que je pense que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, on est tous face à des écrans. L'écran de télévision, l'écran d'ordi, l'écran de téléphone. Et donc, on devient des spectateurs. Et en plus, souvent, on veut faire de nous des consommateurs et non pas des acteurs. Fait que, bref, toute cette réflexion m'a amené déjà à commencer à vouloir dénoncer certains aspects. Je me suis rendu compte que la science avait évidemment beaucoup, beaucoup de limites. Et de plus en plus, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des mensonges, qu'il y avait des dérives au niveau de la science et de la technologie aussi. Donc tout ça, ça m'a amené à commencer, je dirais, à être un peu lanceur d'alerte amateur, on pourrait dire ça comme ça.
et donc à faire connaître un peu ces sujets-là. Après, dans cette remise en question, ça a été l'envie d'avoir un métier qui était plus proche de mes aspirations. Donc, ça a été le virage vers l'ostéopathie, parce que le lien avec l'ordinateur et tout ce que je vous racontais, je ne sentais pas que ça représentait ce que je cherchais, à vrai dire. Donc, voilà, je passe vite là-dessus, mais tout ça, ça m'a amené ensuite vers cette crise du COVID que vous connaissez bien. Et à ce moment-là, j'avais déjà, je dirais j'étais un peu dans ce milieu d'être vigilant par rapport à la science, aux médias et ces choses-là. J'avais des liens avec des gens qui faisaient partie de Réinfo COVID en France. Et ça a été là de dire, ça nous prend une structure comme c'est aussi au Québec pour permettre à des professionnels, des médecins, des scientifiques de prendre la parole. Et à partir de là, ça a été, je dirais, une aventure. J'ai rencontré Pierre Brisson, Robert Béliveau, après ça, Josiane, Patrick Provost, qui est là même aujourd'hui. Merci, Patrick, de ta présence, qui est vraiment... qui a été vraiment un pilier, vraiment, un vrai gardien du vivant. On va s'en parler tout à l'heure. Donc, tout ça, voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendu là devant vous. Et très humblement, vous parler de ce thème du gardien du vivant qui me semble quand même important aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la vie? Donc, grande question. J'espère que vous êtes bien réveillés, hein? Parce qu'il n'y a pas plus grande question que celle-là. Après les réponses, c'est autre chose. Alors, quand on veut répondre à cette question-là, vous avez deux choix, à vrai dire, hein? Vous avez la science qui va vous parler du Big Bang. Voilà, une théorie qui a été échafaudée avec un moment singulier où il n'y avait ni temps ni espace, mais une énergie infinie. Et de ça a été une explosion extraordinaire qui a permis l'amalgame des atomes, des molécules, des systèmes stellaires, des planètes et de la vie telle qu'on la voit aujourd'hui. Donc, voilà, ça prend quand même beaucoup de foi pour croire que du chaos arrive à créer cette merveille qu'est la vie. Mais voilà, c'est une théorie qui vaut le coup de connaître à tout le moins. Et de l'autre côté, vous avez complètement un autre chemin qui est le chemin plus spirituel ou religieux, avec le prologue de Jean, hein, qui dit en l'origine était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, etc. Donc le Verbe étant le Verbe créateur, bien évidemment. Fait qu'aujourd'hui, quand on veut une réponse par rapport à la vie, grosso modo, je simplifie beaucoup, là, mais c'est les chemins ou les réponses peut-être qu'on peut nous offrir. Maintenant, la vie, elle est pour nous là. Ça, c'est notre adresse. On a toute la même adresse, c'est-à-dire le système solaire qui se trouve dans le bras d'Orion de ce qu'on appelle la Voie lactée, hein, qui a à peu près 100 milliards d'étoiles équivalent au Soleil. Vous voyez? Donc déjà 100 milliards d'étoiles, c'est quand même pas rien. Mais bon, on a découvert qu'il y a à peu près 100 milliards de galaxies du même genre. C'est très, très grand. Ça donne le vertige, voilà, c'est le mot. Une autre chose qui donne le vertige, et que je me permets de rappeler parce que beaucoup de gens ne savent pas ça, c'est que notre fameuse galaxie, c'est pas statique dans l'espace, hein, c'est pas stable du tout. Ça tourne à une vitesse vertigineuse. Ça tourne à 220 km par seconde. Et toute cette galaxie se déplace à 600 km par seconde. Bon, vous dites, c'est vrai que c'est pas beaucoup. On peut le mettre en kilomètres. Kilomètre, 792 000 km/h ou 2 160 000 km/h. C'est la vitesse à laquelle, là, on se déplace. En fait, ça tourne tellement vite que la science ne comprend pas comment ça fait pour ne pas se démembrer. Hein? Imaginez quelque chose qui tourne, mettez n'importe quoi, justement du lait dans un bol, faites-le tourner rapidement, il va en avoir partout dans la pièce, n'est-ce pas? Et plutôt de dire on ne sait pas, parce que la science devrait dire on ne sait pas pourquoi ça tourne aussi vite et ça ne se démembre pas, nos scientifiques, que j'adore, mais dans lesquels pour qui je dénonce assez souvent, c'est le fait de, face à l'incompréhension, de dire « je ne comprends pas », de plutôt d'échafauder des théories.
Alors, nos scientifiques, nos astrophysiciens ont élaboré ce qu'on appelle l'énergie noire et la matière noire. On ne sait pas c'est quoi, on n'a jamais vu, on n'a jamais mesuré, mais on pense qu'il y a de la matière noire. Donc, ben, ça se défend. La seule chose, c'est quand on se met à compter l'énergie noire et la matière noire, ça ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire que l'univers serait composé d'à peu près 68% d'énergie sombre ou d'énergie noire et de 26 ou 27% de matière noire. C'est-à-dire, encore une fois, je le répète, on n'a jamais vu, on n'a jamais mesuré. Ce qui fait que ce qu'on voit, c'est à peine 5%. Donc, face à la vie, on verrait que 5%. Donc, déjà, c'est intéressant de s'arrêter à ça, parce que la vie, je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, bien évidemment. La vie, c'est, on ne voit qu'une petite chose, une petite partie de la vie, et il y a beaucoup de choses que l'on ne comprend pas, mais dont on a la prétention de comprendre. Okay? Et c'est là, vous allez voir un petit peu pourquoi je parle de tout ça. C'est que des fois, ça arrive avec des dérives aussi par rapport à ça. Donc, voilà, juste un petit aparté. Fait que la vie, qu'est-ce qu'on en sait? Ben, c'est ça, pas grand-chose. Autre chose, la vie, c'est quelque chose qui est, somme toute, exceptionnel, j'oserais même dire fragile. Pourquoi? Bon, ben, vous avez notre système solaire, là, vous ne le voyez peut-être pas, là, mais c'est la troisième, vous avez Mercure, Vénus et ensuite la Terre. Cette position de la Terre, elle est exceptionnelle. Il fallait que pour qu'il y ait une vie comme on la connaît aujourd'hui, elle soit précisément à l'endroit qu'elle se trouve actuellement. Si elle était plus proche du Soleil, il n'y aurait pas de vie, ce serait beaucoup trop chaud. Et si on était légèrement un peu plus loin, ce serait beaucoup trop froid. Donc, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Il fallait aussi qu'elle ait une masse bien particulière, la Terre. Une masse trop faible comme la Lune, ben, on le voit, hein, je veux dire, il n'y a rien qui pousse là-dessus, parce que la gravité n'est pas suffisante. Et une masse trop importante comme Jupiter, ben, je n'arriverais même pas à me tenir debout ici sur une longue période. Donc, la position de la Terre, toutes les caractéristiques sont absolument exceptionnelles. Des physiciens se sont intéressés à dire, ben, pour que tout ça, ça se mette en branle et que ça puisse permettre l'évolution de la vie, c'est quand même très particulier et ça tient sur certaines, ce qu'on appelle des constantes cosmologiques, dont il y en a plusieurs, mais disons que celle de la force de la gravité que Newton avait élaborée, ben, vous voyez à peu près le G, qui est la force gravitationnelle, le nombre de décimales après le zéro. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je change une seule décimale dans cette constante-là, il n'y a plus rien qui marche dans l'univers. Tout ce que j'ai présenté avant, plus rien fonctionne. C'est-à-dire que la gravité n'est pas suffisante pour, par exemple, que les atomes se mettent ensemble et puissent former de la matière, des molécules, etc., etc. Donc, il y a une fragilité à la vie. Déjà, il y a un aspect exceptionnel, mais il y a aussi un aspect fragile. Tellement que Roger Penrose, prix Nobel de physique, lui, il avait calculé, face à toutes ces constantes cosmologiques, les probabilités que la vie, que l'univers soit tel qu'il est. Et il est arrivé à ce chiffre. Une chance sur 10 à la 10 à la 123. C'est pas beaucoup. C'est une autre manière de dire que c'est impossible, en fait. Il y a forcément, probablement, une sagesse derrière ça. On appelle ça comme on veut, évidemment. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est sage derrière tout ça, qui permet l'émergence de la vie. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on est dans un monde très matériel, je dirais. Et on pense que tout ça, ça fonctionne comme ça, facilement, et que ça peut continuer sans aucune altération, je dirais. Donc, voilà, c'était une petite introduction sur qu'est-ce que la vie. Évidemment que je n'ai pas de réponse qu'est-ce que la vie. On ne fait que constater les différentes formes de la vie qui sont absolument fantastiques quand on s'arrête un peu, qu'on regarde les différentes manifestations, je dirais, de la vie sur Terre. Et évidemment, l'être humain étant, je dirais, l'ultime de ce qui est
présenter ce qui est actuellement sur Terre et qui a des capacités absolument extraordinaires pour préserver la vie ou pour la détruire. Hein. On a cette capacité vraiment exceptionnelle. Alors, pourquoi la vie aurait besoin d'être protégée? Parce qu'on peut se poser la question. On peut avoir l'impression que la vie, voilà, se manifeste de façon naturelle, qu'on n'a rien à faire comme tel. Mais je n'ai pas cette idée-là. Et pour vous illustrer ça, il y aura plusieurs façons de le présenter. Je fais un petit exercice, ça a été dit tout à l'heure, j'ai le privilège d'enseigner en ostéopathie. Et je fais un petit exercice avec des jeunes en ostéopathie qui commencent leur parcours. Et je leur demande, je dessine un petit bonhomme allumette comme ça, et je leur demande, dites-moi, d'après vous, quels sont les éléments favorables ou défavorables à la vie ou à la santé? Hein, parce que c'est un peu des choses assez similaires. Puis après, ben, voilà, je suis au tableau, puis je les écoute. Fait que souvent, ils vont me dire, bien évidemment, l'alimentation, il faut bien manger pour voilà, préserver la vie, pour être en santé, faire de l'exercice physique, bien dormir, s'hydrater, bien respirer, gérer son stress, forcément, faire attention aux abus d'alcool, tabac, drogue, etc. OK. Généralement, ça ne va pas plus loin que ça. Fait que là, après, OK, ben, je me mets sur l'autre côté du tableau. Je dis, OK, l'alimentation, mais... Puis l'hydratation, vous savez, il y a de la pollution de l'eau, il y a de la pollution de l'air. Il y a beaucoup d'additifs dans la nourriture, des agents de conservation, des colorants, des pesticides. Les cosmétiques sont souvent des perturbateurs endocriniens. Les médicaments, il y a des effets secondaires. Contraception aussi. Les vêtements, il y a des produits chimiques à l'intérieur. Les ondes électromagnétiques. Dans les meubles, il y a des produits chimiques. Les microplastiques maintenant, qui est un sacré problème. Les antiadhésifs qu'on retrouve, les produits nettoyants, les OGM, nanoparticules, le nucléaire, il y a du radon des fois dans les maisons. Métaux lourds, il y a beaucoup de déforestation. Il y a une disparition énorme des espèces. Je pense que c'est 70 % dans les 50 dernières années. Les guerres, on parle toujours des deux mêmes guerres, mais il y en a à peu près 60 actuellement sur la Terre. Et les thérapies géniques. Une fois qu'ils m'ont entendu, j'avoue qu'ils ont un peu le... Je trouve ça un peu lourd, hein? Là, dans ma tête, je le fais pas, mais grosso modo, ce que j'ai en tête, c'est ça. Si tu te réveilles, ça va bien aller. Parce que, grosso modo, ce qui est à droite, c'est ce que dit Santé Canada. Grosso modo. Et ça, plutôt à votre gauche, oui, c'est ça, et à votre droite, c'est grosso modo la réalité actuellement dont on parle très peu, il faut le dire. On en parle un peu, mais vraiment, je pense qu'il y a toute une conscientisation à avoir sur tout ce qui est, je dirais, qui altère la vie et la santé de la planète, donc des humains ou des êtres vivants qui sont dessus. Tout ça nous amène à, bon, ben pourquoi cette dérive, je dirais? Fait que je vais faire un petit retour en arrière pour qu'on comprenne d'où qu'on vient. Hein? Donc, cette science de la vie, cette science qui a observé, qui a regardé le vivant. Et après, comment tout ça, ça s'est dévié, j'oserais dire, vers les biotechnologies. Donc, ben, je remonte loin, hein, juste tant qu'à faire. 1670, c'est le développement du premier microscope. Alors, je vous présente le premier microscope. Demandez-moi pas comment ça marche, j'ai toujours pas compris. Je regarde l'image, tu mets ton œil quelque part là-dedans, puis tu vois quelque chose de plus gros, c'est sûr. Mais bref, ce monsieur Anthony, je ne vais pas prononcer son nom, qui a développé le premier microscope et qui a vu des micro-organismes dans de l'eau des lacs près de chez lui. Donc, on peut dire que c'était une première fois qu'on voyait quelque chose qui était plus petit que l'œil humain pouvait contempler. Après ça, on a Gregor Mendel. Ça, c'est les lois de l'hérédité. Je pense qu'on a tous fait ça en biologie ou secondaire. Là, vous savez, si on croise des tulipes roses avec des tulipes blanches, comment ça va me faire de tulipes blanches, etc. Fait que ça, c'est les lois que Mendel avait développées. On est en 1865.
En 1969, M. Mesher découvre l'ADN en analysant des protéines. Bon, c'est un petit peu dégueu, là, c'était du pu qu'il y avait dans les oreilles, là, mais n'empêche, c'est comme ça qu'il a découvert, en fait, les protéines qui a permis de découvrir qu'est-ce que c'est que, finalement, ces petites protéines bien organisées qu'on appelle l'ADN. 1944, on a trois scientifiques qui ont découvert ou élaboré l'idée que l'ADN, c'est un support à l'information. D'ailleurs, ça s'est fait au Rockefeller Institute. Et c'est intéressant parce que 1944, c'est aussi là qu'on commence à donner le début de l'informatique. Et donc, vous allez voir que tout ça, ça se croise. Les technologies, l'informatique, l'ADN, les biotechnologies. Il y a vraiment une convergence qui est en train de se faire. 1953, Watson et Crick finissent par découvrir la structure en double hélice, qui est une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, on cherchait comment tout cet ADN était structuré. Et donc, on remonte en 1953 pour cette découverte. 1977, découverte, ou plutôt technique de séquençage de l'ADN, qui a permis de justement établir cette fameuse base de ATCG qu'on connaît au niveau de l'ADN. 1982, on peut dire que c'est le premier, premier virage de la biologie vers les biotechnologies avec le développement de l'insuline. Donc, un produit pharmaceutique. Avant, c'était un produit naturel qui était très compliqué à extraire et tout. Et maintenant, on a la possibilité de créer un produit génétique qui a été approuvé par la FDA en 1982. 1994, la première tomate OGM. Alors oui, incroyable mais vrai, 1994, c'était 5 $ la livre. Mais il y avait une caractéristique, c'est que ta tomate, elle pouvait rester vivante pendant 30 jours. Je ne sais pas si c'est un avantage, ça fait un petit peu peur, mais n'empêche que c'est le premier OGM qui a été mis sur le marché, qui n'a pas été un succès du tout, mais quand même qui marquait le coup sur ce qui allait suivre par la suite. 1996, le projet Génome humain. Donc ça, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, mais un projet majeur qui a permis de séquencer, évidemment, tous les génomes de l'être humain. 2012, CRISPR-Cas9, un nouvel outil qui permet de jouer avec l'ADN. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Et l'outil, ça n'a pas été long, qui a été utilisé pour faire le premier bébé génétiquement modifié en 2018. Et donc, sous prétexte que pour éviter des maladies héréditaires, je pense, je ne me rappelle pas exactement de la situation, mais c'est le prétexte que ce scientifique avait utilisé et qui a fait de la prison. Et c'est intéressant parce que je me demande aujourd'hui si on ferait la même chose si la personne irait en prison. Fait qu'on voit ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton a tendance à se déplacer. 2021, voilà, les fameux vaccins géniques à ARN, ça aussi, on va s'en reparler. Je reviens un petit peu sur les OGM au niveau des fruits et des légumes. On n'en parle plus trop aujourd'hui, mais n'empêche bien présent. Après 25 ans, 87 % des OGM commercialisés dans le monde sont créés pour tolérer des herbicides comme le Roundup. 99,9 % des OGM n'ont pas été conçus pour accroître la productivité et la valeur nutritive, qui était d'ailleurs l'argument utilisé à cette époque-là. On disait, voilà, si on va dans le développement de ce genre de produits, ça va éliminer la famine sur Terre, etc., etc. Mais finalement, ce n'est pas du tout le cas. On a découvert aussi que toute cette industrie agrochimique qui s'est déplacée vers des technologies génétiques, il y a une concentration. C'est des entreprises avec un poids énorme et c'est surtout qu'ils sont très peu. Donc, on parle de Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, Bayers et BAF. Donc, ils ne sont que 6. Et ils travaillent ensemble, ces gens-là, tellement qu'en 2016, Bayers rachetait Monsanto. Donc, vous avez une entreprise qui crée des maladies avec une entreprise qui vend des médicaments. Donc, c'est
C'est un business plan intéressant avec voilà, un montant de presque 87 milliards de dollars pour l'achat de l'entreprise. Ce qui me fait penser que, c'est ça, Monsanto change encore de nom. Finalement, on va s'appeler Santé Canada. Ça va être plus simple. Parce qu'on se le demande, que fait Santé Canada face à tout ça? Je vais y revenir. Projet génome humain. Bon, il y avait des gros défis. Déjà déterminer la séquence des 3 milliards de paires de bases de l'ADN, localiser les 20 à 25 000 gènes de l'être humain, développer une base de données pour la rendre accessible. Ah, ça c'est venu un peu trop vite. Mais créer des outils pour l'analyse, aborder les questions éthiques et juridiques, ça on ne sait pas trop s'ils l'ont fait, transférer les technologies vers le secteur privé, ça on sait qu'ils l'ont fait. Et évidemment, tout ça, ça a ouvert la porte à ce qu'on appelle le biohacking humain. Et bien sûr, la petite image qui dit qu'effectivement, à l'origine, on disait « Oh, il faut faire attention à toutes ces technologies-là ». Donc, il y avait beaucoup de freins, de craintes et tout. Mais en mettant de l'argent sur la table, ça finit par être accepté de plus en plus. CRISPR-Cas9, ça, c'est une technologie qui a été développée, qui est assez brillante, en fait, qui utilise une bactérie que se trouve, c'est-à-dire une partie d'une bactérie dans son système immunitaire, qui permet de faire grosso modo du copier-coller, semblerait. Je suis sûr que Patrick est mieux placé pour moi de me parler de tout ça. Et puis c'est vraiment son domaine. Je suis presque gêné d'en parler devant lui. Mais il semblerait que c'est relativement facile de faire des modifications comme ça avec cet outil-là, CRISPR-Cas9, et que la difficulté est plus que ce qui est créé soit viable. Fait que c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'itérations sur toutes sortes d'organismes vivants pour pouvoir faire différents tests et donc avoir certains résultats. Mais il semble-t-il que c'est un outil extraordinaire pour jouer avec l'ADN. L'OMS, ah oui, la technologie ARN, ça, on a vu ça dans les dernières années, bien évidemment. Donc, petit rappel que l'OMS avait prédit un taux de mortalité de 3,2% du fameux virus SARS-CoV-2 et qu'en fait, ça a été 0,15%. Je pense un petit rappel quand même qu'il faut ne pas oublier. Que tous les médicaments ont été discrédités, que ce soit l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, l'artémisia, et même l'immunité naturelle qui a été complètement bafouée, ignorée. Début 2021, arrivent les vaccins COVID, présentés comme la seule solution. Évidemment, quand tu avais écarté tous les alternatives de thérapie, il ne restait plus que ça comme solution. Et depuis, on ne cesse de découvrir plein de choses par rapport à ces fameux vaccins. J'ai mis qu'un exemple là, que la fameuse étude Pfizer qui avait 450 000 pages et qu'on ne devait pas lire avant 75 ans. Heureusement, il y en a qui se sont battus pour dire hey, « on veut savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans », aux États-Unis, bien évidemment, a révélé qu'après 3 mois d'essais cliniques, il y avait eu 158 893 effets indésirables. Donc, on se le demande comment ce produit-là a pu se retrouver sur le marché et être injecté à des millions de personnes sur la planète. C'est vraiment assez effrayant. Et en 2023, même, on trouve des traces d'ADN, donc le fameux SV40, dans les injections COVID. Encore là, quelque chose qu'on ne parle pas assez et qui a des risques, justement, sur des mutations génétiques au niveau de nos cellules. Bon, est-ce que tu vas te faire vacciner? T'es fou, ils n'ont pas encore complété les tests sur les humains. Les petites souris de laboratoire ne sont pas folles quand même. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces injections obligent nos cellules contre nature à produire de la protéine spike. Okay? Donc, on appelle ça des vaccins, mais en fait, ce ne serait pas vraiment des vaccins. C'est une sorte de programmation qui pousse les cellules à créer de la spike. Et le problème de ça, c'est que le dosage n'est vraiment pas évident, bien évidemment. Quand vous prenez un médicament, normalement, on peut vous donner un dosage bien précis, mais dans ce cas-ci, on ne sait pas la quantité de spike vraiment que ça va produire. Donc ça aussi, c'est important de comprendre ça et même de l'expliquer le plus possible autour de nous.
Il y a un aspect aléatoire, en fait, dans ces produits-là. L'objectif de ces vaccins, c'est de reprogrammer nos cellules, c'est un peu ce que je viens de dire. On oublie ou on ignore les impacts des nanoparticules lipidiques dans l'organisme. Qu'est-ce que ça fait, ces nanoparticules? Encore là, Patrick, c'est vraiment dans sa spécialité. Il pourra nous en dire plus. Mais on découvre finalement qu'il y a plein d'ARN qui se retrouvent dans le système nerveux, poumon, gonade, cœur, moelle épineuse et au niveau du cerveau. Donc ça, c'est maintenant prouvé, on le sait, alors qu'à l'origine, ce qu'on nous avait dit, c'est que ça allait rester dans l'épaule. Hein? Donc ça n'a pas du tout resté dans l'épaule. Donc je ne sais pas comment, d'ailleurs, quelqu'un de sérieux pouvait penser qu'en injectant quelque chose dans l'épaule, que ça allait rester dans l'épaule, comme si le corps humain avait des compartiments, des chambres avec des portes fermées. Non, pas du tout. Donc voilà, c'était le pari de ces injections, un peu la roulette russe qui était liée à ces injections et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent avec des effets secondaires, malheureusement. Et l'OMS recommande le masque oculaire pour éviter que la vérité ne nous saute aux yeux. Je la trouvais pas mal quand même, celle-là, parce que c'est un peu ça. L'OMS encore là, autant que Santé Canada, on se demande, ils font quoi ces gens-là, dans le fond? Puis là, c'est très simplifié ce que je fais là, mais c'est tellement des grosses tuiles que je lance que, tu sais, on se demande comment ça a pu passer, toute cette histoire d'injection COVID. Bon, bien évidemment, il y a des entreprises là-dedans qui ont des objectifs. Hein. Moderna a breveté le terme « logiciel de la vie ». Ah ben regardons. Pour décrire les thérapies à ARN messager. Logiciel de la vie. Eh bien. CureVac, eux autres, ils parlent d'une clé USB qui donne des ordres à vos cellules. Encore plus rassurant. Et surtout, ne pas oublier que ces entreprises ont sur la planche à dessin plus de 500 vaccins ARN messagers prévus. Parce que, il semblerait, encore là, que c'est relativement facile. Une fois qu'on connaît la recette, on met ça dans un ordinateur et ça nous crée des vaccins en veux-tu, en v'là. Alors que normalement, un vaccin, ça prend des années à développer, 5-10 ans et plus. Là, ben, on peut faire ça très, très rapidement maintenant. Et oui, ne pas oublier que ce qui est particulier aussi, c'est que souvent, ça prend des boosters. Donc, c'est pas encore là, ce n'est pas des vaccins. Normalement, quand tu es vacciné, on le dit, tu es vacciné, ton système immunitaire a reconnu ton virus et tout. Donc, ton système immunitaire est apte après à se défendre si le virus revient. Mais là, on nous a parlé à ce moment-là que pour plus d'efficacité, il faut te réinjecter le produit plusieurs fois. 2, 3, 4, 5 fois. Voilà, ce qu'ils appellent des boosters, mais qui en fait qui fait juste montrer l'échec de chacune des injections précédentes, parce que si tu es obligé de te faire injecter plusieurs fois, ça fait juste montrer que ta première injection n'a pas fonctionné, ta deuxième n'a pas fonctionné, ta troisième n'a pas fonctionné. Fait que voilà, encore là, c'est une aberration là, de la manière qu'on nous présente ces fameux vaccins. Ça va? Bon. Biotechnologie, bien évidemment qu'on n'en reste pas là, fait que ça continue. Ça continue parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière ça. Fait que ça va où tout ça? Bien, différentes choses. Déjà, on a l'Université de Riverside qui ont trouvé une nouvelle façon de transformer des légumes en vaccins ARN messagers. Bien, cette technologie présente plusieurs avantages. D'une part, elle remplace l'injection par une ingestion. D'autre part, elle évite la lourde chaîne logistique du froid rendue nécessaire pour les vaccins. Oui, parce que les vaccins ARN, à la base, il faut les garder dans un congélateur à une certaine température. Donc là, il n'y a plus besoin de faire ça. C'est des légumes. Mais ce que j'aime le plus, c'est la petite citation. « Nous testons cette approche avec des épinards et de la laitue et avons pour objectif à long terme que les gens les cultivent dans leur propre jardin. » Bien, ceux qui font de la permaculture ici, sachez que voilà, vous pourriez planter de la salade ARN messager. Toujours plus loin. Alors, Cortical Lab propose un ordinateur biologique fabriqué à partir de neurones et de silicium. Il ne s'agit pas simplement d'un nouvel ordinateur, c'est de l'informatique réinventée. Il apprend si rapidement et de manière si flexible qu'il surpasse complètement les puces d'IA à base de silicium
utilisés dans les LLM qu'on a aujourd'hui. Alors, si vous avez joué un petit peu avec l'IA, vous vous êtes rendu compte que c'était quand même assez puissant. Et là, on nous parle de technologies qui fusionnent le silicium avec nos neurones et qui seraient encore plus puissants que ce qu'on a actuellement. Donc, voilà. Où est-ce que ça va? On ne sait pas, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus. Scoring d'embryons, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La compagnie Nucleus propose de sélectionner les embryons selon des traits. On ne peut pas officiellement créer des embryons génétiquement modifiés. Là, puisqu'il y a une obligation par rapport à ça, on y va par la bande. On crée toutes sortes d'embryons, puis on les vérifie, voir lequel correspondrait le plus à ce que je veux, des yeux bleus, telle grandeur, tel quotient intellectuel et tout ça. Donc, c'est tricky, hein? Il y a des gens intelligents quand même qui pensent à tout ça. Et si vous faites des recherches, vous allez voir, j'ai même vu un couple récemment, un témoignage d'un couple homosexuel qui avait eu un bébé comme ça. Il y en a qui l'ont vu. Puis là, c'était vraiment, on faisait, comment dire, la promotion que selon le bébé qu'il y avait, il y avait probablement à avoir un quotient intellectuel de 164. Là, fait que, voilà. Puis qu'on espérait que ça allait être ça, puis qu'on allait vérifier plus tard si ça allait être ça. En tout cas, bon, c'est presque de la science-fiction, là, on est rendu là. Xénotransplantation, de 2025, la FDA autorise les premiers essais formels de reins de porc chez l'humain. Oups. Et ça, c'est quand même pas pire, ça. La dé-extinction de Holy Mice, souris avec de la laine, ont été créés en 2025 par Colossal Biosciences avec des gènes de mammouth. Ça ressemble à ça. Vous avez la petite souris, désolé pour ceux que c'est petit, là, mais c'est une souris qui a le pelage d'un mammouth. Il faut le faire quand même. Et donc, il justifie ça encore de dire « Ah, mais c'est fantastique parce que là, on peut peut-être un jour recréer un mammouth avec ce genre de technologie. » Bon. Voici à peu près le développement de la biologie qui ensuite est allé vers la biotechnologie. Vous vous en doutez, nous sommes dans une exponentielle. Une exponentielle de développement de ces technologies-là, des applications diverses, avec je dirais un turbo, un financement impressionnant de milliards et de milliards de dollars qui va dans tous les sens, parce que je vais donner que quelques exemples, dans tous les sens, il y a un développement, je dirais, débridé de ces technologies-là. On ne réfléchit pas à les implications éthiques, les implications même de santé chez l'être humain. On développe à toute vitesse toutes sortes de technologies sans réflexion. En tout cas, pas assez. Une parenthèse que je vais ouvrir, parce que tout ça s'est développé, basé évidemment sur des entreprises qui font de la technologie et qui font de la science. Et une chose que j'ai compris, entre autres avec Rinfo Québec, et entre autres avec des gens comme Patrick qui sont dans le domaine scientifique, c'est comment la science peut être fausse, comment est-ce qu'elle peut être faussée. Et je pense que ça vaut le coup de s'arrêter à comprendre un peu ce milieu-là, en tout cas de ce que moi j'en ai compris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on utilise la science comme un argument massu. On dit c'est scientifique, donc c'est vrai. Hein? C'est dans la conscience collective des gens, science égale vérité. Tellement que Obama disait tout le temps « The science is clear ». Qu'est-ce que tu dis face à ça? La science, c'est clair. C'est clair, ça veut dire que c'est vrai. Mais ce n'est pas le cas, très souvent. Pourquoi? Donc, juste comprendre pourquoi. Déjà, il y a une course aux publications et à la recherche de notoriété. Un scientifique doit publier, c'est correct, dans une certaine mesure, mais si on ne l'évalue que par la quantité de publications, on passe d'une qualité de publication à une quantité de publication. Et il semblerait que c'est un des problèmes, cette course à publier le plus possible. Évidemment qu'il y a des conflits d'intérêts, il y a des subventions cachées, des entreprises privées qui font des études, qui embauchent des scientifiques pour faire des expériences et des études, mais il y a évidemment un intérêt derrière de l'entreprise privée. Les médias scientifiques, les fameux journaux, sont presque tous possédés par des intérêts privés.
Donc, quand tu viens pour publier, encore une fois, ça va dans un sens, je dirais, par rapport à ce que veut le privé. La source remplace la preuve. De plus en plus, il y a tellement d'informations que la preuve, on s'y attarde de moins en moins. On va juste aller chercher des sources. Et tellement, je ne sais pas si je vais arriver à bien l'expliquer, mais il y a des fausses études qui sont mises dans d'autres fausses études comme référence parce que ça fait du référencement. Voilà, donc il y a toute une façon, quand tu viens pour publier, de référencer ton étude, mais des fois, c'est des faux référencements juste pour aller chercher comme des points, on va dire. Et tout ça, je dirais, ça dévie, ça occulte les bonnes études versus des fausses études. Une mauvaise méthodologie et, bon, le concept de réfutabilité non utilisé. On ne va pas rentrer dans ça, mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que les publications, aujourd'hui, il faut faire très, très attention et tout n'est pas vrai, bien évidemment. Et tellement que, vous allez voir, dans les exemples que je peux vous montrer, la science était derrière. Bon, déjà, il y a des publications qui dénoncent ça, heureusement. Mais faut-il rappeler le scandale de la cigarette, n'est-ce pas? Ou que ça a pris, je pense, quasiment 20 ans à faire sortir la vérité. Et on utilisait justement des scientifiques et des médecins pour dire non, 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 il n'y en a pas de problème. Regardez, moi, je fume et je vais très bien, etc. Thalidomide, qui est un scandale sans nom, encore une fois. Voilà, développement d'un produit qui était utilisé, entre autres, pour les femmes enceintes qui ont créé toutes sortes d'infirmités. Le sucre, l'industrie du sucre, qui a subventionné d'autres études pour dire que le gras, c'est mauvais, puis ça a créé des problèmes d'obésité et des problèmes cardio-respiratoires, on va dire. Alors que le sucre est beaucoup incriminé. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec toutes sortes de produits légers, light après, sur nos tablettes. C'était entre autres à cause de l'industrie du sucre. L'oxycontin, ouais, c'est ça. Les opioïdes. Donc, le petit paragraphe qui disait non, 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 c'est très rare l'addiction. Et c'est basé là-dessus, non, 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 c'est très rare l'addiction, que ça a été prescrit at large à tout un ensemble de gens qui avaient des problèmes, qui avaient des douleurs, dans le but même d'éliminer la douleur, et qui a créé, je pense, plus de 100 000 morts, quelque chose comme ça. Je ne sais plus c'est quoi le dernier chiffre, mais c'est 500 000. Bon, ben voilà, 500 000 morts, juste à partir de ce petit paragraphe, comme quoi ça ne prend pas grand-chose. Hein? Évidemment, l'Lancet-Gate, peut-être vous êtes déjà informé là-dessus, une fausse étude pour discriminer l'hydroxychloroquine, avec des fausses données, entreprises avec des fausses données qui ont créé une fausse étude qui ont permis de discréditer l'hydroxychloroquine. Et tout récemment, glyphosate, Santé Canada ne s'inquiète pas d'avoir utilisé une fausse étude. Alors, de quoi ils s'inquiètent, eux, je me le demande. C'est tout récent, hein, ça a sorti il y a quelques mois seulement. Donc, le fameux produit qu'on utilise, qu'utilisent beaucoup, beaucoup d'agriculteurs et qu'on retrouve aujourd'hui, évidemment, dans les aliments, mais qu'on retrouve dans les cours d'eau, qu'on retrouve un peu partout, et qui est réputé pour être cancérigène. Donc, bref, je pense que c'est important de comprendre que la science égale pas vérité. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'attardent à faire connaître ça le plus possible. Et évidemment que ça commence à sortir. Vous avez Richard Horton, une citation quand même mémorable, qui était justement l'éditeur en chef de Lancet, un journal prestigieux, qui dit « Une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est tout simplement fausse. » C'est clair, hein? Puis à la toute fin, la science a pris un tournant vers l'obscurité. C'est clair. Il ne peut pas être plus clair que ça. Et il était très bien placé pour dire ça. Même chose, Marcia Angel, elle, c'est le New England Journal of Medicine, qui dit « Il n'est tout simplement plus possible de croire une partie de la recherche clinique publiée ou s'appuyer sur le jugement des médecins de confiance ou sur des directives médicales faisant autorité.
Donc, elle aussi était très bien placée pour dire, ben, malheureusement, il y a une bonne partie des publications qui sont bidons, qui sont complètement biaisées et fausses. Alors, je pense que le seul truc qu'on n'a pas tenté, c'est débrancher tout ce bazar, attendre 10 secondes et rebrancher ensuite. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est, comment dire, ça peut paraître un peu lourd, mais c'est important de le voir. Hein? C'est le but de pourquoi j'ai présenté ça en première partie. Je pense qu'il faut regarder ça, voir comment il y a des déviances, comment la vie est attaquée, comment la science est utilisée pour détruire même la vie. Et si on veut devenir ce que j'appelle gardien du vivant, ben, je pense qu'il faut, la première chose, arriver à se laisser toucher par la beauté, la fragilité et le caractère sacré de la vie. La vie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est précieux, on le dit souvent, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est aussi fragile. J'ai fait qu'un petit exemple tout à l'heure pour montrer comment cette vie, elle est fragilisée et comment est-ce qu'on la comprend si peu. Peser, en fait, l'importance que ça revêt dans notre vie et dans le monde actuellement. Parce que si ça continue, on est en train de tout détruire. Et encore une fois, vous avez vu, je n'ai même pas parlé d'écologie, qui est un autre pan super important. Mais juste là, au niveau de notre vie, notre santé, nos cellules, on voit bien qu'il y a peu de respect qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Donc, se laisser toucher par la fragilité de la vie, je pense que c'est le premier critère pour être ce que j'appelle gardien du vivant. Deuxième, voir en face l'ampleur de l'altération et la destruction du vivant. Ben oui, parce que c'est là qu'on a aujourd'hui, on en est avec des outils extraordinaires pour jouer avec quelque chose dont on comprend à peine. On comprend très peu, en fait, le fonctionnement de la cellule. On comprend encore moins comment toutes ces cellules travaillent ensemble, comment que ça forme des organes, comment tous ces organes travaillent ensemble et qu'est-ce qui fait qu'on est capable après de parler, réfléchir, aimer, créer et tout ça. Donc, il faut rester, je pense, assez humble face à la vie. Hein. Puis je pense que de reconnaître l'aspect sacré de la vie, c'est un élément super important pour la protéger. Se libérer de nos limitations et notre sentiment d'impuissance. Vous connaissez peut-être cette histoire des éléphants. Hein? En Inde, quand on élève un petit éléphant, on lui met une petite ficelle autour de la patte. On l'accroche sur un petit piquet et il n'est pas capable de se déprendre. Et à partir de ce moment-là, il programme que ficelle, patte, fait que je ne peux pas bouger. Il est programmé comme ça. Et rendu adulte, tu lui mets une petite ficelle et il ne bougera pas. Donc, c'est un exemple d'impuissance acquise ou apprise. Eh bien, pour être gardien du vivant, je pense qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de notre impuissance acquise parce que tout est fait actuellement pour nous faire croire qu'il n'y a rien à faire. C'est le jeu par excellence. C'est-à-dire que, ben voilà, c'est bien trop gros, le système est trop gros, les entreprises sont trop grosses, ils ont trop d'argent, donc moi, le petit moi, je ne peux rien faire. Et ça, ben, ça joue le jeu du système de nous faire croire qu'on ne peut rien faire. Et c'est ce qui se passe en grande partie aussi aujourd'hui. Donc, évidemment que ça demande un certain retour sur soi-même, une certaine réflexion sur soi-même, de trouver nos propres limitations. On a tous des croyances qui nous font croire que ce n'est pas possible. Hein? C'est des croyances qui nous font croire que n'essaye même pas. Ça ne vaut pas la peine. C'est terrible, mais c'est exactement des petites voix que si on s'arrête une minute, on va entendre en nous. Et ça, ben, il ne faut pas se culpabiliser. C'est l'éducation qu'on a eue. C'est la société qu'on a. La société actuelle, elle est faite pour justement rester dans une forme de passivité. Je le disais tout à l'heure, on a été formé pour être spectateur et la technologie participe à ça. On est spectateur derrière nos écrans. Et on n'est pas acteur parce qu'on fait un pouce en l'air ou qu'on met un commentaire. Hein? Là, je dirais peut-être qu'on est un spectateur interactif au maximum, mais on ne peut pas dire qu'on est un acteur. Pour être un acteur, il faut sortir du virtuel, justement, et prendre conscience des limitations, tout ce qui nous empêche de sortir
de chez soi. Et prendre conscience aussi des forces qu'on a, des aptitudes. On a tous des aptitudes. Souvent, nos forces et nos aptitudes, par contre, ils sont comme attrapés, siphonnés par notre métier, notre travail. Hein, notre travail, c'est là qu'on va le plus développer certaines aptitudes et c'est tant mieux, on va en développer, puis c'est parfait. Mais après, on a l'impression que ces aptitudes-là, on ne peut pas tant les mettre ailleurs, ce qui est faux. Les forces qu'on a développées, les aptitudes qu'on a développées peuvent être utilisées dans plein d'autres créativités, projets ou autres. Il faut essayer de sortir, je pense, à tout le moins, de cette espèce de cadre qu'on a eu, une bonne partie de notre vie, de dire, bon, ben moi, je sais pas, je suis avocate et je peux faire que du droit. Ben non. Non, c'est les capacités ou les forces que je suis allé développer dans le domaine du droit, ben, je peux les exporter dans d'autres domaines. Point super important, et ça suit, c'est oser sortir de notre zone de confort. Bien sûr, c'est pas confortable de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et c'est d'autant plus inconfortable de faire quelque chose qui ne va pas dans le sens du courant qu'il y a dans la société. Hein? Il y en a qui ont traversé des tempêtes durant le COVID. Je pense qu'il y en a certainement plusieurs ici. Ce n'est pas confortable. Il faut accepter que ce ne soit pas confortable. Et encore une fois, on est dans une société où on nous invite à rester dans le confort et donc de rester dans notre zone de confort. Et c'est dommage parce que là, on passe à côté d'opportunités et encore une fois, d'œuvrer à quelque chose qui est plus grand, plus conséquent et qui donne un sens à notre vie. Se rencontrer, se connaître et agir ensemble pour des valeurs qui nous unissent. Bien sûr qu'il faut se rencontrer, bien sûr qu'il faut agir ensemble. Impossible de faire quelque chose actuellement seul. On peut avoir une belle idée, on peut être un leader, c'est clair, on peut impulser des choses, mais pour avoir un impact, on ne peut pas rester seul. Et il faut accepter de se joindre à d'autres. Il faut accepter de mettre de côté son ego, hein, parce qu'on veut être de l'avant, on veut briller, etc. Il faut accepter à un certain moment donné de dire non, le plus important, c'est vers où on va ensemble, ce qu'on veut atteindre comme objectif et tout. Et donc de travailler ensemble et de mettre un petit peu de côté notre ego, ce qui n'empêche pas évidemment d'apporter, je dirais, nos forces, notre individualité et tout ça. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand on fait ça, quand c'est plusieurs individus qui se mettent ensemble, bien, il y a une magie qui s'opère. Vous savez, des relations, on en a de toutes sortes. On a évidemment des relations de travail, des gens avec qui on travaille au quotidien. On peut avoir une relation de couple, bien évidemment. On peut avoir des amis, on peut avoir des connaissances qu'on croise comme ça. Mais on peut avoir aussi des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Ah, ça, c'est quelque chose qui nous fait vibrer tous les deux. Ça crée un lien invisible, je dirais, avec l'autre personne. Et quand on parle à des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, déjà, ça crée une connexion. Même si, pourtant, cette personne-là n'est pas dans notre quotidien et tout. Ensuite, une connexion, je dirais, une octave supérieure, je dirais ça de même, c'est, on a les mêmes valeurs, maintenant on va agir ensemble. Ça crée une autre vibration, une autre force entre nous. Parce qu'on accepte de se retrousser les manches ensemble pour atteindre un objectif. Et un autre élément encore plus, moi, c'est quand on a les mêmes valeurs, on agit ensemble et on atteint quelque chose, on a une certaine victoire ensemble. Et là, moi, c'est l'ultime pour moi. J'ai vécu ça à quelques reprises dans ma vie, d'être avec des gens, d'œuvrer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi. On a travaillé ensemble, on a sué ensemble, on a avancé, on a trouvé ça difficile, mais on a réussi. Et là, voilà, une fois que tu as goûté à ça, en tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Après, j'ai recherché ça dans ma vie. Donc, je ne vais pas tout raconter par rapport à ma vie, mais j'ai été dans différents groupes, là, et c'est tout le temps ce que je recherche, en fait. Je cherche à m'unir à des gens pour que ce que je souhaite puisse avoir un certain rayonnement, une certaine force. Et ça ne passe que par un groupe, en fait, de gens qui œuvrent ensemble. 7e étape, apprécier le chemin n'est pas seulement le but, ça va un petit peu dans le sens de ce que je suis en train de présenter là.
Beaucoup de gens disent bon, oui, mais là, le gouvernement est encore là, les pharmaceutiques sont encore là, bon, voilà, il n'y a rien qui a avancé, etc. Moi, perso, je vous dis très franchement, je m'en fous. Moi, c'est pas j'ai pas l'objectif de renverser le gouvernement ou de faire en sorte de mettre Pfizer en faillite avec des procès et tout. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre à mes propres valeurs, mes propres engagements, ce qui a pour moi, voilà, les choses les plus importantes dans ma vie, donner un sens à ma vie et faire ce chemin-là avec d'autres personnes, c'est ce qui est pour moi le plus important et le plus, voilà, qui me nourrit le plus. Fait que, évidemment, bon, je vous partage ça, mais je pense que c'est important de se rappeler ça parce que si on n'y va que par des objectifs, on se décourage. On dit, ah, ben c'est ça, ils sont encore là, il n'y a rien qui a changé, donc j'arrête. Ah ben oui, mais là, ça veut dire que, évidemment, les gens d'en face ou les systèmes en face ont déjà gagné. Hein, la meilleure façon que ces systèmes-là continuent, c'est que tout le monde arrête de vouloir qu'il y ait des changements. Donc, apprécier le chemin parce qu'effectivement, c'est sur le chemin que la vie se révèle à nous. Vivre toutes des expériences comme ça, c'est ça pour moi la vie. C'est ça qui donne un sens à ma vie. C'est de répondre à ces engagements que j'ai pris, à ces valeurs, à cette, je dirais, cette indignation aussi par rapport à tout ce qui se passe. Hein. L'indignation, ça peut être un moteur. Et tout ça, ben, ça nous permet de se rencontrer, de vivre avec d'autres des belles expériences, des beaux projets. Et pour moi, la vraie vie, c'est ça. Ce qu'on a à faire aujourd'hui, je pense que c'est à notre mesure, chacun, être gardien du vivant. Pourquoi? Ben, j'ai essayé de vous le présenter. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent. Pourquoi, là, je me retrouve dans cette situation-là, à l'âge que j'ai, voilà, dans cette situation et tout? Pourquoi qu'on est là dans cette période de grand bouleversement, d'occultation et tout? C'est toutes des bonnes questions qu'on peut se poser. Et comme j'aime souvent le dire, à partir du moment qu'on sait quelque chose, on devient responsable. Donc, le fait d'être conscient de quelque chose, si on sent que ça nous interpelle, qu'on vit une forme d'indignation, c'est le signe qu'on a quelque chose à faire par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, je vous invite en tout cas à réfléchir à des questions comme celle-là. Mais je pense que c'est important de donner de la valeur à ce qui nous est proposé aujourd'hui. Évidemment, ben, je ne vais pas terminer avant de vous parler que tout ça, dans une certaine mesure, c'est un peu ce qu'on a vécu avec Réinfo Québec. Parce que sinon, je serais un peu imposteur de vous parler de tout ça. Donc, je vous glisse quelques mots. Hein. Je sais que plusieurs connaissent un peu, mais je pense que c'est important de rappeler que Réinfo Québec, bon, ben déjà, c'est depuis 2021 qu'on a lancé ça. Il y a eu au départ Marche des professionnels et une motion symbolique du silence. Donc, face à cette imposition vaccinale, ben, il y a des gens qui sont levés. Plusieurs ont dit non, il n'y en a pas question, des gens dans le domaine de la santé. Des gens comme Patrick, je ressouligne encore, qui a fait une conférence de presse pour les enfants, entre autres, qui a dit « Hey, mais là, on est en train de vouloir injecter des produits expérimentaux à des enfants et des femmes enceintes. Moi, je lève un drapeau pour dire « Écoutez, c'est trop risqué. » En plus, il y avait une crédibilité, une conscience professionnelle qui est rare aujourd'hui. Et je pense qu'encore une fois, il faut le remercier et remercier tous ceux qui ont pris la parole dans ce contexte-là. Devant cette panique, je dirais, de l'imposition vaccinale, bien, on a fait plusieurs groupes d'entraide. Donc, on a fait des Zooms, en fait, pour aider ces gens-là à se tenir ensemble. Parce qu'encore une fois, quand tu es tout seul dans ton département, à l'hôpital et tout, puis tout le monde te dit « Oui, il faut que tu prennes le vaccin et tout », c'est vraiment pas facile de se tenir. Donc, c'était une occasion, je dirais, de serrer les coudes avec ces gens-là. On a fait différentes conférences de presse et des panels avec des médecins, scientifiques, avocats, sciences humaines, sciences sociales, des panels sur la censure qui est encore très, très présente aujourd'hui. Conférence de presse avec les médecins, motion symbolique de silence sur la terrasse ici à Québec.
On a envoyé 5 lettres au Collège des médecins, l'INSPQ, l'INES et autres, entre autres pour les injections COVID, puisque tout ce qu'on craignait quand c'est sorti, ces produits-là, se sont confirmés au fil des ans. Et la somme de littérature, d'études qui sont sorties depuis ne font que confirmer que ces produits-là sont très à risque. Mise en demeure au Collège des médecins pour ne pas avoir mis en œuvre, en pratique, le code de déontologie, parce que le collège est là pour, entre autres, protéger le public, hein, avoir une rigueur scientifique, avoir une rigueur déontologique. Donc, le collège, malheureusement, ne l'a pas fait dans ce contexte-là. Et ce qui a amené aussi à une pétition, même pour l'admission de Maurice Gaudreault, qui est le président du Collège des médecins. Bon, on a fait des tournées au Québec. On a envoyé une lettre aux 25 000 médecins du Québec. Donc, important, une opération quand même avec 200 bénévoles. Pourquoi? Bien parce qu'encore aujourd'hui, on pense que les médecins sont dans une bulle, en fait, d'information. Hein. Ils ont une information biaisée, je dirais, par rapport à ces vaccins-là. Et on souhaitait, je dirais, péter la bulle, justement, en envoyant des lettres postales à ces médecins-là. Et ça a créé quand même une vague assez importante là, qui a amené même le collège à envoyer une lettre à ces 25 000 médecins. Ils disent non, circulez, il n'y a rien à voir. Mais au moins, ils ont parlé de nous. On a refait l'expérience avec les 10 000 pharmaciens au Québec, même genre de choses. Des plaintes privées pour certains médecins qui ont pris la parole durant le COVID et qui, eux aussi, n'ont pas respecté leur code de déontologie. La voie est libre, ça a été dit. C'est une occasion pour moi de donner la parole à des professionnels ou autres. Donc, on doit être rendu quand même 50, 60 professionnels qui sont passés à la voie est libre, qui est pour moi à chaque fois une victoire parce que aujourd'hui, le défi qu'on a, c'est entre autres de sortir du silence. Je l'ai vu chez certains professionnels, certains scientifiques qui ont accepté de traverser la peur, hein, comme Louis Fouché dit souvent. Et ça, pour moi, c'est dans les plus belles choses que j'ai vues dans Réinfo Québec. Quand tout est fait pour que tu gardes le silence, mais que tu oses te mettre debout, prendre la parole parce que tu as des convictions et parce que pour toi, la vérité, ça a de la valeur, que la protection du public, ça a de la valeur, et que tu le fais, ben moi, je me dis, wow, OK, ça, c'est le plus beau de l'humain, en fait, que je peux voir, en tout cas, actuellement. En tout cas, dans le contexte, c'est ce que j'ai vu de plus beau. Donc, conférence de presse qu'on a fait. Juste en terminant, les 4 axes de Réinfo, on a fait une réunion stratégique il y a quelques années pour mieux identifier que fait Réinfo Québec. Évidemment que notre première mission, c'est de réinformer et de former sur 3 volets principaux, la science, la santé et tout ce qui concerne société, éducation et autres. Mettre en lien des individus pour une reprise de pouvoir individuel et collectif, ben, aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, mettre en lien et éventuellement, ben, ce lien peut découler vers une reprise de pouvoir, vers des projets, vers de l'action. Défendre la liberté d'expression, bien évidemment. Soutenir les médecines intégratives qui sont malmenées, il faut le dire. C'est normal qu'il y ait une certaine réglementation dans ce domaine-là, parce qu'il peut y avoir tout et n'importe quoi. Mais on voit aussi un rapport de force, entre autres avec le pharmaceutique, hein, parce que ça, c'est un... Comment je dirais bien ça? C'est un adversaire, c'est un compétiteur, tout ce qui est produit pharmaceutique, tellement que les pharmaceutiques veulent reprendre, je pense, cette industrie-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez un dépliant ici, là, pourrez vous informer auprès de Claude, entre autres, pour savoir un peu plus qu'est-ce qui est possible de faire pour protéger les produits naturels, entre autres. Promouvoir l'éthique, la déontologie et la rigueur scientifique, bien sûr, je pense que ça fait partie de notre ADN, si je peux dire. Les comités, on a différents comités, comité scientifique et biomédical. Donc, une bonne partie de ce que vous avez vu émerger dans les dernières années vient de ce comité-là. Un comité société-éducation, un comité santé globale qui est un peu en pause actuellement. On a des comités d'action ponctuels aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui se voient, où on se rencontre régulièrement, mais des fois, pour des projets X, on a un petit comité qui se forme, comme par exemple,
on va avoir, Josiane va en parler, mais une tournée à l'automne qui se prépare. On a un comité qui s'est formé sur l'accès à l'information, demande d'accès à l'information. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des décisions qui ont été prises, entre autres à l'INSPQ et autres, et on aimerait bien savoir sur quelle base ils se sont, appuyés pour prendre certaines décisions. Donc, voilà, on a un petit groupe qui travaille là-dessus. Et évidemment, les antennes régionales, comme ici, on a Estrie, Laurentide, Manicouagan, Montréal, Montérégie, Outaouais. Bref, il y a des antennes qui sont plus actives que d'autres, mais on a ces différentes antennes qui existent actuellement. Alors, puis sur le site web, vous allez trouver beaucoup de choses si vous faites un petit tour. Beaucoup d'articles, des pages destinées aux médecins, des boîtes à outils, plusieurs choses. Le site ne cesse de grandir. Et vous pouvez faire des recherches aussi. Je ne l'ai pas mis, là, mais vous avez une petite case en haut si vous cherchez quelque chose. Tantôt, j'ai nommé SV40. Qu'est-ce que nous, on dit là-dessus? Vous pouvez aller fouiller dans ce site-là, rinfoquebec.ca. Je termine avec 2 citations. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et je pense que c'est une citation à ne pas oublier, qui était d'une sociologue d'ailleurs. Oui, c'est vrai, encore une fois, il y a des gens, il y a des leaders, mais il ne faut pas attendre de sauveurs. Des sauveurs, il n'y en aura pas, ou il y en a eu un il y a 2000 ans, mais il ne faut plus attendre de sauveurs. Aujourd'hui, il faut se sauver soi-même, et pour se sauver soi-même, je reviens à ce que j'ai dit auparavant, il faut se mettre en lien avec d'autres et agir avec d'autres. Dernière citation, la seule signification de la vie, donc le seul sens à donner à sa vie finalement, c'est servir l'humanité par amour. Et donc j'aime beaucoup cette citation aussi. Plusieurs philosophes, spiritualistes et autres vont dire que la vie et l'amour, c'est la même chose. Que la vie, en fait, c'est de l'amour densifié. Et je pense que pour protéger la vie, ça prend de l'amour. Il faut avoir l'amour de la vérité, peut-être, l'amour du sacré, l'amour dans nos relations. Bref, il faut faire une place à ça et sentir, en fait, que la vie, c'est important et qu'on peut la préserver, justement, entre autres, en étant gardien du vivant. Eh bien, le futur commence immédiatement après cette phrase. Merci!